Je suis très content qu'on puisse être aussi nombreux pour cette activité. Nous sommes 97, c'est un record. Je vais laisser la parole immédiatement au professeur Toussaint, qui va faire suite justement avec cette notion fondamentale autour de la question de problématiques, des paradigmes et d'obstacles épistémologiques. Merci, professeur Toussaint, de nous honorer par votre présence et je vous cède la parole immédiatement. Merci, chers amis. Je salue les étudiants qui assistent à mon cours d'atelier de mémoire à la Faculté des sciences humaines. J'ai invité également un certain nombre d'étudiants de la Faculté de droit de Port-au-Prince, section juridique. Bon, en fait, dans un premier temps, pour faire suite à ce qui a été dit par mon collègue Fadnier, je veux bien définir le concept de recherche pour permettre à nos étudiants, aux participants d'aujourd'hui, d'éviter toute angoisse, toute inquiétude quand ils se lancent dans une recherche. Mais qu'est-ce qu'une recherche? C'est le point de départ. Qu'est-ce qu'une recherche? Et ça va être un rappel pour ceux qui ont déjà réalisé des travaux de recherche, mais important pour ceux qui initient, qui vont se lancer dans la recherche. Une recherche, selon Raymond Quivy, c'est un cheminement vers une meilleure connaissance. Retenez bien l'expression, un cheminement vers une meilleure connaissance et doit être accepté comme tel, avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'errement et d'incertitude. Et vous trouvez cette citation dans notre livre « Le métier d'étudiant » à la page 71. Pour ceux qui ont ce texte qui malheureusement est épuisé, mais ça va être réédité au début du mois de septembre. Nous aurons une deuxième édition de près de 450 pages. Donc, nous allons passer de 293 pages à 450 pages et nous aurons effectivement un chapitre, le dernier livre de la veille, nous aurons un chapitre sur l'homme de science Thomas Kuhn avec son concept de paradigme. Donc, vous voyez, une recherche, un cheminement avec tout ce que cela implique d'hésitation, dans recherche, vous voyez, cheminement. On avance, il faut marcher. Et la métaphore de la marche, un cheminement vers une meilleure connaissance, la connaissance. On cherche à connaître. Le professeur Panier a parlé de problèmes. Donc, c'est parce qu'il existe des problèmes, c'est parce qu'on veut arriver à une connaissance rigoureuse qu'on tente de donner, qu'on tente de comprendre les problèmes, de poser les problèmes et d'essayer de trouver une réponse aux problèmes. Et cette réponse ne sera jamais définitive. Ça, c'est important. Un cheminement vers une meilleure connaissance et elle doit être acceptée comme telle. Cette meilleure connaissance avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'errement et d'incertitude. Donc, dans une recherche, on a à vivre des moments d'hésitation,
des remords et d'incertitudes. C'est pourquoi il y a un terme qui est important. Il faudra toujours rectifier la rectification. Nous allons comprendre davantage ce terme avec l'épistémologue Gaston Bachelard. Voilà, ça c'est une définition, une première définition du terme recherche. Dans une recherche, on chemine et on part, on va à la recherche d'une meilleure connaissance. Dans le milieu haïtien, le milieu universitaire haïtien, on n'a pas l'habitude de parler, d'initier les étudiants à l'épistémologie. Je reprends. Dans les universités haïtiennes, on n'a pas l'habitude d'initier les étudiants à l'épistémologie. Et là, vous pouvez vous-même déjà mener cette réponse, cette enquête, visiter les grandes universités haïtiennes à Port-au-Prince et en province. Et dites-nous combien de cours d'épistémologie enregistrez-vous dans les programmes, dans le corpus universitaire de ces facultés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cours d'introduction à l'épistémologie dans les facultés haïtiennes? Mais c'est peut-être un point fort de notre initiative, l'initiative des groupes qui se sont mis ensemble pour préparer, pour organiser cette matinée universitaire. Donc, de parler d'épistémologie aux étudiants, l'importance de l'épistémologie dans la rédaction de mémoire de sortie. Mais d'abord, qu'est-ce que l'épistémologie? Le concept épistémologie est la combinaison de deux termes grecs. Épistémé, E accent aigu, E accent aigu, PIS, TE accent aigu, ME accent aigu, donc épistémé. Comme nous n'avons pas de tableau aujourd'hui, à une fin pédagogique, j'ai tenu à épeler ce mot, épistémé, qui signifie source, connaissance, savoir. Et là encore, vous trouverez cette définition dans notre livre, Le métier d'étudiant, à la page 45. Épistémé, qui signifie source, connaissance, savoir. Et logos, L-O-G-O-S, qui veut dire discours, langage, jugement. Discours, langage, jugement. Ainsi, l'épistémologie est, selon le cas, une étude sur la science ou une étude sur la connaissance. Étude sur la science, étude sur la connaissance. Donc, l'épistémologie, pourquoi l'épistémologie est importante? Parce que l'épistémologie nous aide à comprendre l'évolution, la dimension historique des sciences. C'est pourquoi certains considèrent également l'épistémologie comme la connaissance de la connaissance. Donc, c'est une réflexion sur les sciences. La connaissance sur la connaissance, ou si vous voulez, la connaissance sur les sciences. La connaissance sur votre discipline. C'est extrêmement important. Vous étudiez le droit.
vous étudiez la communication sociale, la psychologie, l'administration. Mais est-ce que ces disciplines qu'on appelle disciplines, est-ce que ces disciplines scientifiques ont une histoire? Avant même d'aborder votre sujet de recherche, votre sujet de recherche, et c'est toujours intéressant de s'interroger sur l'histoire de votre science, c'est-à-dire de la discipline à laquelle vous appartenez. Et ça, c'est extrêmement important, la discipline. Et dans notre petit livre publié en 2016, l'idée d'université, oui, je ne sais pas si vous voyez ce petit livre, l'idée d'université expliquée aux étudiants, publié en 2016, malheureusement c'est épuisé. Il y a un petit chapitre que je vous invite quand même à lire. Il y a ce livre dans la bibliothèque, l'idée d'université. C'est université, discipline scientifique et interdisciplinarité. Parce que le plus souvent, les étudiants ignorent, moi je m'adresse spécialement aux étudiants du premier cycle, nous ignorons l'histoire de la discipline à laquelle nous appartenons. Nous sommes en communication sociale, en droit, en économie. Quelle est l'histoire de cette discipline? C'est extrêmement important. C'est ça qui va vous aider à être à l'aise à l'intérieur de votre champ disciplinaire. Parce que fait l'épistémologie? L'épistémologie étudie les méthodes, les processus et les cheminements qui nous font passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance sur une question donnée. Je reprends. L'épistémologie étudie les méthodes, les processus et les cheminements qui nous font passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance sur une question donnée. L'épistémologie examine aussi les raisons et circonstances qui nous font changer d'idée à propos d'une certaine situation, c'est-à-dire rejeter une certaine représentation précédemment admise de cette situation pour en adopter une nouvelle. Je reprends. L'épistémologie examine les raisons et circonstances qui nous font changer d'idée à propos d'une certaine situation, c'est-à-dire rejeter une certaine représentation précédemment admise de cette situation pour en adopter une nouvelle. L'épistémologie s'intéresse donc à la genèse de la connaissance et à son évolution. L'épistémologie s'intéresse donc à la genèse de la connaissance et à son évolution. Moi, je pense que nos professeurs, les professeurs de méthodologie, les professeurs d'épistémologie, en fait, sont convoqués, ou encore doivent être convoqués à parler de leur discipline, à parler des méthodes admises au sein de leur discipline, des méthodes, des techniques, des savoir-faire à l'intérieur de cette discipline. Il faut que les étudiants comprennent l'histoire de leur discipline et cette histoire peut les aider à entrer avec plus de facilité dans leur recherche, dans leurs thèmes et leurs sujets de recherche. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je reprends ce petit chapitre 12 de ce petit livre, Université, discipline scientifique et interdisciplinarité. Parfois, on écrit ces petits livres, c'est pour aider les étudiants. Parfois, les gens entrent à l'université, les gens sont appelés à écrire un mémoire de sortie, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et dans cette ligne, on fait du tort aux étudiants. On leur demande d'écrire des mémoires de sortie. On leur demande de faire des travaux, mais on ne leur offre pas les éléments utiles, fondamentaux pour mener à fond ce qu'on leur demande de faire. Maintenant, avançons. Avançons rapidement. Par exemple, un auteur qu'on devait étudier dans les universités haïtiennes, surtout en 4e année, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard. En fait, Gaston Bachelard est intéressant
C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on doit diviniser, absolutiser Gaston Bachelard. D'ailleurs, on ne doit jamais absolutiser un auteur. C'est important de le répéter ici. On ne doit jamais absolutiser un auteur. On ne doit jamais diviniser un auteur. Un auteur vaut ce qu'il vaut. Ça, c'est important. Donc, nous prenons ce que l'auteur a de plus pertinent et nous travaillons avec. Et les étudiants doivent le savoir dès les premières années universitaires. On n'a pas le droit de diviniser un auteur. On essaie de voir ce que l'auteur a de pertinent et comment pouvons-nous exploiter, utiliser ce que l'auteur nous offre de pertinent. Et c'est dans cette logique que nous voyons Bachelard, et nous voyons Bachelard qui est l'un des grands épistémologues. Donc, il faut, et en ce sens, je demande à nos auditeurs, à nos auditrices, de retenir ce texte clé de Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique. Là, je ne sais pas si nos librairies ont ce livre, mais c'est un texte clé, la formation de l'esprit scientifique. Et pour revenir à ce que disait le professeur Panier, c'est-à-dire Gaston Bachelard va nous aider à comprendre la notion de problème. La notion de problème. Donc, pour Gaston Bachelard, c'est la façon de poser, c'est ce qui fait la force de la science, c'est la façon de bien poser les problèmes. Donc, c'est extrêmement important, car, pour revenir à ce que nous disions, l'épistémologie interroge la nature et la valeur des principes, des concepts, des méthodes et des résultats des sciences. C'est-à-dire, quand nous disons des sciences ici, de notre discipline, l'épistémologie interroge la nature et la valeur des principes, des concepts, des méthodes et des résultats des sciences. C'est-à-dire, quels sont les concepts forts, les méthodes qui sont privilégiées à l'intérieur de ma discipline, ou bien à l'intérieur de l'ensemble des disciplines, puisque j'étudie la sociologie, l'ethnologie, le droit, quels sont les concepts qui sont fondamentaux à l'intérieur de ma discipline. Et avançons avec Gaston Bachelard, la relation qu'il établit entre science et obstacles épistémologiques. Donc, comme je le disais tantôt, savoir poser des problèmes est la marque de l'esprit scientifique. Le professeur avait bien défini la notion de problème. Et quand nous parlons de problème ici, là, une précision pour compléter ce que le professeur disait, il ne s'agit pas des problèmes socio-économiques, des problèmes alimentaires, c'est pas ça, hein. Quand Bachelard parle de problèmes, quand nous parlons de problèmes de recherche, c'est pas ça. Donc, savoir poser des problèmes est la marque de l'esprit scientifique. Il ne faut pas entendre par problème le décalque d'un fragment de la réalité. Il ne s'agit pas ex nihilo de quelques savants général. Le problème est pour Bachelard l'explication des raisons pour lesquelles des connaissances actuelles se montrent rebelles à l'absorption de nouveaux éléments. Je reprends pour vous cette définition de Bachelard, cette vision bachelardienne des problèmes. Et c'est extrêmement important de saisir la notion de problème pour être en mesure d'écrire ou de poser sa problématique. Il faut comprendre la notion de problème avant même de parler de problématique. Parfois, on demande aux étudiants d'écrire leur problématique, mais on ne leur dit pas ce qu'est un problème. Donc, Bachelard, le problème est pour Bachelard l'explication des raisons pour lesquelles
des connaissances actuelles se montrent rebelles à l'absorption de nouveaux éléments. Donc, pour Bachelard, on doit raisonner en termes d'obstacles épistémologiques, c'est-à-dire en termes d'obstacles épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de connaître obstacles épistémologiques. Et au début de son travail de recherche, après avoir formulé sa question de départ, on est en train d'écrire sa problématique. Il faut aussi penser, identifier tout ce qui peut m'empêcher de connaître, tout ce qui peut m'empêcher d'aborder lucidement, rationnellement le problème que je compte aborder. Qu'est-ce qui m'empêche au niveau extérieur, au niveau intérieur? Je vais donner un exemple concret. Je suis à la fois sociologue et théologien, psychologue et théologien, communicateur social, mais maintenant, je peux bien aborder un problème de communication sociale ou bien de sociologie. Ma propre formation théologique peut bien m'empêcher d'aborder objectivement, lucidement, un problème bien déterminé. Je remarque, le fait pour moi d'être théologien, d'avoir reçu une formation théologique, ça peut m'aider dans certains cas, mais je dois être suffisamment vigilant pour que les connaissances que j'ai en théologie ne m'empêchent pas d'agir comme sociologue, comme psychologue, comme communicateur social. C'est la même chose. C'est la même chose pour les féministes. Je donne un exemple. Je suis féministe. Mais maintenant, si j'aborde une question ayant un certain rapport avec la question du genre ou bien le féminisme comme tel, qu'est-ce qui en moi ou bien en dehors de moi peut m'empêcher d'aborder objectivement la question féministe que j'aborde, la question du genre que j'aborde? Parce que la question, le fait d'être femme, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire cette condition, ça peut être aussi un obstacle épistémologique, c'est-à-dire des données, des visions que je porte, ma propre vision de la femme peut m'empêcher à un moment donné d'aborder une question liée au genre, d'être objectif. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'aborder ces questions-là. Je peux aborder ces questions-là, mais je dois être lucide et vigilant. C'est pourquoi nous pouvons parler de la vigilance épistémologique. Retenez bien cette expression, la vigilance épistémologique. C'est la même chose. Vous êtes à l'Université d'État d'Haïti, vous êtes à l'Université Quisqueya, Notre-Dame, etc. Vous appartenez à l'université et vous travaillez sur la question universitaire. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que mes sentiments, mes bons sentiments à l'égard de mon université ne m'empêchent pas d'aborder une question universitaire objectivement? J'ai voulu vous donner ces exemples pour vous aider à comprendre l'importance de l'épistémologie, l'importance de cette notion clé chez Bachelard, la notion d'obstacle épistémologique. Donc, l'homme de science doit surmonter les obstacles épistémologiques considérés comme des résistances. Parce que je peux bien écrire un mémoire de sortie et ce mémoire de sortie, car ça peut bien, ce mémoire peut-être n'est pas un vrai mémoire de sortie, c'est un ensemble, une pléiade, un cumul de préjugés. Je présente mes préjugés comme un mémoire de sortie parce qu'il n'y avait pas eu un travail critique à la base. D'où l'importance de réfléchir sérieusement, même sur les concepts que vous allez utiliser. Il faut faire le procès de ces concepts. Et c'est pourquoi on vous demande le plus souvent
le plus souvent, de bien définir les concepts que vous allez utiliser, que ce soit dans votre question de recherche ou bien dans votre problématique. Il faut que les termes, les concepts que vous utilisez à l'intérieur de cette problématique soient clairs, précis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et en un mot, on doit tenter de faire le procès à l'intérieur même de votre problématique, de votre question de départ, le procès des opinions, le procès des prénotions, le procès des préjugés. Donc c'est pourquoi on vous dit le progrès scientifique exige absolument de vaincre les obstacles épistémologiques, de vaincre une certaine paresse intellectuelle. Donc, l'obstacle essentiel à la découverte d'une nouvelle scientifique, c'est ce qui a été découvert, dit et écrit. La science doit se construire contre les obstacles épistémologiques. Donc, et soyez sensibles aux éventuels obstacles épistémologiques qui pourront entraver votre travail de recherche. C'est extrêmement important. Et c'est pourquoi je vais revenir à cette notion de problème. Le professeur a bien défini la problématique. Il ne faut pas confondre problème et problématique, mais cette notion de problème, si au moins aujourd'hui, après cette séance, vous saisissez cette notion de problème, cette notion de problème, ce serait un grand pas. Le mot problème est souvent mal interprété. Il ne s'agit pas d'évoquer un problème pratique de la vie quotidienne ou un problème social. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème que vous avez avec votre petit ami ou avec votre petite amie. C'est pas ça quand on parle de problème. C'est pas le problème d'argent que vous confrontez, que vous avez ces derniers temps. Les temps sont durs. Ces derniers temps, on n'a pas suffisamment de sous. Les étudiants sont pauvres. Non, le problème peut se définir, je le dis avec d'autres mots, le professeur l'avait bien défini, peut se définir comme un écart constaté. Et là encore, je vous renvoie à mon livre qui sera réédité en septembre prochain. Ça va être complété davantage. Un problème peut se définir comme un écart constaté entre une situation de départ insatisfaisante, une situation de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée désirable. Un processus de recherche est entrepris afin de combler cet écart. Là, je vous renvoie à un livre de Gordon Massé et de François Pétry sur un projet de recherche. Gordon Massé, M-A-C-E accent aigu, Gordon, et puis François Pétry. Donc, allez sur Internet, cliquez sur ces deux noms-là. Donc, le problème de recherche doit être distingué du problème politique et social, bien qu'il lui soit lié. C'est à l'étape de la formulation du problème que le chercheur définit les principaux éléments du problème de recherche et commence à préciser comment il va s'y prendre tout au long du processus de recherche. Je reprends cette dernière phrase. C'est à l'étape de la formulation du problème que le chercheur définit les principaux éléments du problème de recherche et commence à préciser comment il va s'y prendre tout au long du processus de recherche. D'où on ne peut pas écrire sa problématique, on ne peut pas élaborer sa problématique si on n'identifie pas le problème sur lequel on compte travailler. Et c'est ce qu'on doit dire à nos étudiants. Et maintenant, comment aborder ce problème dans ma discipline, dans ma propre discipline, c'est-à-dire dans le droit, les sciences économiques,
la comptabilité, etc., etc., parce que chaque discipline peut avoir une stratégie pour aborder tel ou tel problème de recherche. Par exemple, et là, je vous renvoie, puisqu'il faut donner, quand on est prof, c'est ça, il faut donner des exemples. Je ne peux pas parler de problématiques et ne pas écrire à des moments précis de mon existence une problématique. Je vous renvoie à ma problématique, à la problématique que j'ai écrite dans mon livre L'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain. Lisez cette problématique, c'est un exemple. Et là, pour voir le rapport, le professeur a tenté de le mettre en évidence, le rapport qui existe entre la question de départ et la problématique. Là, je vous donne un exemple concret. Lisez mon texte, L'utopie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain. Je vous renvoie également à mon livre, Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université citoyenne. J'ai élaboré une problématique. Il y a une question de recherche. Maintenant, comment j'articule ma question de recherche avec ma problématique? Donc, je vous donne deux exemples. Et là, ça vous donne l'occasion de critiquer le professeur. C'est-à-dire, j'ai voulu comprendre la position de Jacques Roumain, la position de Jacques Roumain comme utopiste, comme utopiste révolutionnaire, puisque j'avais l'intuition de considérer l'idée de considérer Jacques Roumain comme un athée religieux. Et là, j'ai lu les textes de Jacques Roumain avec les lunettes de deux auteurs, Ernst Bloch, qui a écrit sur l'utopie, et Calmanem. OK, Calmanem. Donc, c'est-à-dire, j'ai indiqué, et là, c'est pour parler, pour revenir à la question, pour revenir à la question, pas pour revenir, pour introduire rapidement la notion de paradigme de Thomas Kuhn. C'est-à-dire le paradigme comme un ensemble de contenus théoriques et de méthodes. Contenu théorique et méthode admis par tous les membres d'une communauté scientifique. Ensemble de théories et de méthodes. Et là, je vous renvoie de nouveau à ce petit livre, L'idée d'université expliquée aux étudiants. Les petits livres sont là, mais parfois on ne les lit pas, on ne sait pas comment les lire. Et justement, j'ai écrit ce texte pour permettre aux professeurs d'introduire les étudiants à la notion d'université et à l'épistémologie, parce que dans ce petit livre, l'idée d'université expliquée aux étudiants, il y a des notions épistémologiques, mais il faut qu'il y ait des profs capables de comprendre le livre et pouvoir faire circuler ces livres. Donc, par exemple, à la page 78 de ce livre, je lis pour vous. Je reprends l'idée d'université expliquée aux étudiants. Les disciplines scientifiques n'existaient pas de toute éternité. C'est-à-dire, au XIXe siècle, par exemple, il n'y avait pas une science qu'on appelait science de la communication. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi je vous dis, par contre, le droit existait. Le droit a une longue tradition disciplinaire. Mais on n'avait pas l'informatique. Le droit existait, la philosophie existait. C'est pourquoi nous devons connaître l'histoire de votre discipline scientifique. C'est ce que Thomas Kuhn nous a permis de comprendre avec son concept de paradigme conçu. Thomas Kuhn, c'est Thomas, s'il vous plaît, T-H-O-M-A-S, Kuhn, K-U-H-N. C'est un nom à retenir.
après cette matinée, consulter cet auteur, c'est épistémologue Thomas Kuhn, nous a permis de comprendre avec son concept de paradigme conçu comme un ensemble de règles et de représentation mentale et culturelle liées à l'apparition d'une discipline scientifique. OK? Un ensemble de règles et de représentations mentales et culturelles liées à l'apparition d'une discipline scientifique. En un mot, et oui, en un mot, nous devons apprendre, on doit apprendre aux étudiants, surtout ceux qui sont en 4e année et en maîtrise, à utiliser le concept de paradigme. Et quel est le paradigme dominant à l'intérieur de votre discipline aujourd'hui? Puisque vous allez écrire en mémoire de sortie. Vous avez une problématique. Maintenant, quel est l'état de la connaissance à l'intérieur de votre champ disciplinaire ou bien à l'intérieur de votre sous-champ disciplinaire? Quels sont les auteurs? Quelles sont les théories qui font autorité à l'intérieur de ce champ? C'est pourquoi, à un moment donné, on peut parler de paradigme dominant. De paradigme dominant. C'est-à-dire quelle est la théorie qu'on privilégie. Par exemple, on peut être à la faculté de droit ou bien à la faculté des sciences humaines. On peut bien privilégier un paradigme dominant, c'est-à-dire on peut bien privilégier une théorie précise, que ce soit à l'intérieur du département de communication, du service social, de sociologie, etc. Ou si vous voulez, il faut apprendre à saisir les auteurs qu'on privilégie à l'intérieur de vos facultés. Donc, je ne vais pas aujourd'hui développer davantage le concept de paradigme. Et nous le ferons à une autre occasion, peut-être quand nous aurons organisé un autre séminaire, c'est-à-dire ceux qui ont organisé ce séminaire, cette matinée universitaire, quand nous parlerons de la théorie, des théories, ouais, les théories à l'intérieur de votre discipline, parce que comme on l'a dit, déjà dans la problématique, on lance les couleurs. Dans la problématique, on laisse voir, on peut laisser voir la théorie qu'on va utiliser. On peut laisser voir le paradigme qu'on va utiliser, c'est-à-dire le modèle théorique, les méthodes que nous allons utiliser. On peut, c'est-à-dire, ça peut traverser la problématique comme telle. C'est-à-dire, on laisse voir, ouais, on laisse, je dirais, on laisse entendre, et on annonce déjà l'orientation qu'on compte donner, l'orientation théorique, c'est-à-dire la théorie que vous allez utiliser à l'intérieur de votre travail. Dès la problématique, on le voit. Ouais, l'importance de lier la réflexion épistémologique, la question de départ, la problématique et le cadre théorique et conceptuel. Ouais, ça forme tout. Comme disent les Américains, ça forme un package. Donc, je crois que je vais m'arrêter. Mais en synthétisant ainsi, okay, il y a un lien
entre, vous avez un sujet de recherche, OK? Il faut préciser un problème. Vous avez quelque chose, un problème à résoudre. Vous avez un écart à combler. Vous problématisez. Et en général, je dis aux étudiants, la problématique est la mise en scène de la question de départ. Retenez bien cette expression. La problématique est la mise en scène de la question de départ. La question que vous avez formulée, maintenant, vous la mettez en scène. C'est-à-dire, vous présentez les différentes facettes du problème de la problématique. Les différentes facettes, les différents éléments. Et on peut toujours privilégier un paradigme à l'intérieur de votre discipline. OK? Voilà. Je crois que je dis l'essentiel. Je remercie mes collaborateurs, Monsieur Michelot, Jean-Claude, et puis le professeur Panier. Et nous sommes à la disposition, nous sommes prêts à disposition des étudiants, nous sommes prêts à recevoir les commentaires. Et ce fut pour nous une joie parce que il faut, je dirais, démocratiser l'enseignement en Haïti. Et ça, c'est important. Ce que nous offrons là, c'est gratuit. Vous n'avez rien payé. Mais c'est dans la logique de ce que nous appelons l'universitaire citoyen. Maintenant, comment à travers ces matinées universitaires décomplexer les étudiants? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, permettre aux étudiants de penser, de réfléchir et de respirer un petit peu. Voilà. Eh bien, pour que nous arrivions, nous atteignions ce que j'appellerais une joie académique, une joie universitaire. La joie universitaire, et ça doit être aujourd'hui, je dirais, c'est la joie universitaire pour vous. Merci beaucoup.